C'est très synergique en fait, d'aller vers une alimentation durable, mais je trouve aussi que ça devrait être très stimulant. C'est vecteur de métiers dont on a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend ? Quand on parle d'alimentation, on parle de la chose la plus intime. C'est quelque chose que nous mettons dans notre bouche, que nous avalons et qui nous constitue, qui nous donne de la joie, du plaisir. Et c'est vraiment quelque chose, c'est hyper intime, c'est vraiment très proche de nous. Vous écoutez le podcast « On mange quoi demain ?» On mange quoi demain ? On mange quoi ? On mange quoi demain ? Ce que je sais, c'est que les étudiants ne mangent pas très bien. J'ai trouvé le chemin de devenir bénévole dans une ferme biodynamique. Du fenouil avec de l'ail, de la crème fraîche, du petit parmesan. Franchement, ça réchauffe les cœurs. C'est eux finalement qui disent, nous on en a marre que la junk food achète ces espaces publicitaires, on veut autre chose, on veut un autre modèle. On mange quoi demain ? Bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast. Le décor est planté, on va donc parler avec On mange quoi demain de la transition alimentaire. Globalement, on mange 3 fois par jour. La transition commence par prendre conscience à chaque repas de ce qui se joue réellement aujourd'hui dans notre assiette. On parlera éducation dans ce podcast, mise en place de nouvelles filières porteuses d'espoir pour l'agriculture. On parlera également de la santé, mais aussi, par exemple, de l'environnement. Quel lien faire entre l'assiette et la sauvegarde de notre environnement ? On veille à ce que l'alimentation soit correcte, même si maintenant malheureusement tout est transformé. Et ici avec le potager de Zoé, c'est vrai qu'on a l'occasion d'avoir les fruits et les légumes que l'on sème. Premier arrêt dans ce voyage, l'accessibilité. Et si la première action était de rendre visible tout ce qui se fait autour de l'alimentation durable, communiquer le plus largement possible pour que chaque citoyen puisse à un moment donné croiser cette question. C'est une des vocations des festivals Nourrir qui se multiplient sur le territoire wallon. Allons faire, si vous le voulez bien, un tour du côté de Charleroi. Se tenait en septembre de l'année 2025 le premier festival Nourrir Charleroi. Nous sommes un dimanche sur le trottoir qui borde le centre culturel L'Éden. Plusieurs brigades de cuisiniers et cuisinières, étudiants, citoyens lambda, aguerris ou pas à la cuisine, sont en place pour le concours Top Chef Carolo. Nourrir Charleroi, le festival de la transition alimentaire. On est parti pour le premier jour. On est parti sur 7 jours de festival. Au lieu d'utiliser ta planche, enlève la planche, comme ça je l'utilise moi. Et comme ça je peux hacher. Attends, je vais te la nettoyer. Donc il y a plusieurs brigades qui participent au concours et qui ont le challenge de préparer cette année un encas sain à partir des produits locaux, de saison évidemment. Isabello, chargée de projet pour la SBL VRAC Charleroi Métropole. Ça représente vraiment bien justement les missions de l'association. C'est ça, c'est que les personnes se rencontrent et réalisent ensemble un projet dans la cohésion, dans la solidarité, l'entraide et le plaisir. Toutes les matières premières qu'on voit sur les brigades, ce sont des produits locaux. Tout à fait, qui proviennent des différentes coopératives de la région, dont le Carolo Store, la coopérative des super producteurs située à Marcinelle. Une autre mission de la SBL, permettre à toute personne qui a un budget limité d'avoir accès à une alimentation bio via les groupements d'achat citoyens. Alors comment ça se passe ? Là, on snack les supports de la galette, donc avec des patates douces. Et ensuite, on va cuire les palets qui vont venir, les galettes de flocons qui vont venir s'incorporer sur la patate. Donc on est en pleine cuisson. Le premier enjeu qu'on a, c'est vraiment l'accessibilité. Donc on a un pouvoir d'achat qui est assez bas sur Charleroi-Ville et Charleroi Métropole en général et sur le Hainaut en général. Et donc on voit que l'incapacité qu'on a à pouvoir se nourrir avec des aliments sains et durables est conséquente, quoi. 25% de la population a droit à l'intervention majorée ici sur Charleroi-Ville. C'est important, quoi.
Je m'appelle Xavier Ancio et je suis coordinateur de la ceinture alimentaire de Charleroi Métropole. Le deuxième enjeu, c'est vraiment la santé. Sur le Hainaut, les indicateurs santé ne sont pas bons du tout. C'est la province où on a les moins bons indicateurs. Et 80% des toxines qui sont dans notre corps viennent du tube digestif, donc de notre alimentation. Donc pour moi, ça c'est vraiment important. Et pour moi, c'est les deux enjeux, c'est l'accessibilité, remplir son assiette et remplir son assiette avec de la qualité pour avoir une bonne santé. Donc la transition alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui est hyper complexe à mettre en place. Jankovici, qui parle beaucoup de la transition énergétique, a toujours dit, moi je m'attaque à l'alimentation en dernier lieu parce que c'est le plus compliqué, il me faudra le restant de ma vie pour le faire. Et comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Mais c'est les filières. Pour moi, c'est vraiment important. C'est tout ce qu'il y a entre le producteur et le mangeur. Et c'est des filières relocalisées. Ça veut dire que, par exemple, nous, on a travaillé sur la mise au point d'un magasin coopératif ici, Carolo Store, avec 50 producteurs, avec 600 Carolo qui ont mis de l'argent pour avoir ce magasin, pour pouvoir avoir cette filière de commercialisation, juste de commercialisation. Donc, pour moi, c'est ça les outils où on voit que la transition est en train de se faire. Comme on part de pas grand-chose, 98% des Belges font leurs courses dans la grande distribution, et où est-ce qu'on va les trouver, ces indicateurs de circuit court? Et c'est encore très complexe à évaluer. Et quand on parle d'alimentation, on parle de la chose la plus intime. C'est quelque chose que nous mettons dans notre bouche, que nous avalons et qui nous constitue, qui nous donne de la joie, du plaisir. Et c'est vraiment quelque chose, c'est hyper intime, c'est vraiment très proche de nous. Et pour pouvoir entamer sa transition alimentaire, il faut pouvoir un jour goûter la transition alimentaire, mais vraiment la goûter avec ses papilles gustatives. C'est-à-dire une pomme qui a été produite de manière qualitative, durable, qui a été cueillie au bon moment. Quand vous la goûtez, elle est extrêmement bonne. Et celle-là, vous voulez la retrouver. Et c'est ça qui va vous mettre en marche, en action, quoi. C'est pour ça qu'on fait Carolo Talk Chef ici sur la rue, parce que les gens vont passer, ils vont goûter des bonnes choses, ils vont se dire mais où est-ce que je peux trouver ça? Parce que tout le monde a envie de manger bien, personne n'a envie de manger de la merde. Donc, et pour moi, ça c'est vraiment important, c'est le démarrage, l'action de la mise en œuvre de la transition alimentaire, elle se fait à travers notre bouche et l'expérience gustative. Et ça vous change la vie, hein. Même à l'entour d'un bolo, hein. Vous faites un bolo avec des bons produits et vous dites ah mais ça c'était super bon et c'était vraiment gai à vivre, hein. Et moi je pense que ça a vraiment un impact sur notre joie de vivre, oui, tout à fait. On peut hacher la coriandre et la menthe en même temps et on pourra insérer le tout dans la préparation. On a de la patate douce, on a le croquant de la noisette, on a un houmous de lentilles, on a des galettes végétales faites à partir de patates douces également, d'épinards, de flocons d'avoine. Donc au niveau aliments sains, on est en plein dedans. C'est délicieux, oui voilà, et c'est beau. Donc moi je voterai pour Vrac. Je me nourris bio, je fais mon potager, mais c'est pas la chance de tout le monde, hein. Donc tout ce qui est cuisiné ici est sain et produit circuit court et c'est chouette. Moi je m'appelle Marie-Pierre et j'ai eu la chance d'être au cours des plantes sauvages comestibles. Petit à petit, c'est pas radical comme changement, c'est petit à petit, on change sa manière de cuisiner, on change sa manière de vivre la nature, c'est vraiment, c'est parfait. Ce qu'on essaye de leur apprendre à l'école, on a notre petit potager avec nos herbes aromatiques qu'on fait à l'école et on essaye de travailler qu'avec des producteurs locaux. C'est eux qui gèrent la cantine scolaire. Ils viennent avec leurs idées et de leurs idées, on découle les plats du jour de façon la plus saine possible. Je suis le responsable de la section hôtelière. Sur la fiche technique, on doit mettre 500 grammes ou 1 kg? C'est 100 grammes. 100 grammes. Allez, on est bon. On en a combien là? On est dans les temps, c'est bon. Alors, très bon. Plus de goût que le premier. On sent bien l'houmous, les différentes textures aussi, donc c'est intéressant aussi. Hâte de découvrir les autres. Balades, conférences, marché des producteurs, dégustation, ateliers, arpentage, spectacle. N'oubliez pas, il y a une pièce de théâtre qui va se faire également.
Voilà donc un premier levier d'action. Diversité des âges, des parcours, des milieux, diversité dans les événements proposés. Ce genre de festival a le mérite de brasser large et, je le disais plus haut dans ce podcast, de donner à chacun l'occasion de monter cette première marche de la transition. Bien souvent, la première est la plus haute. Quittons Charleroi pour Namur. C'est là que nous attend notre experte dans ce premier épisode dédié à l'accessibilité. J'ai donné rendez-vous à Christine Mailly, la secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, dans un des plus vieux quartiers de Namur, pas très loin de la Meuse, le quartier des Arsouilles. S'y est installée depuis quelques années déjà une nouvelle dynamique d'entraide, de mise en valeur du collectif, pour le dire simplement, et vous allez l'entendre, ce lien social n'est pas éloigné de ce sujet de la transition alimentaire. Est-ce que vous connaissez le quartier ici, Christine Mailly ? Oui, je connais bien le quartier, la rue Saint-Nicolas, la rue Ponty, des associations évidemment qui sont dedans, des projets qu'ils y développent, toute la question, tout l'intérêt qu'ils ont pour le logement, pour la vie collective, pour la scolarité des enfants, école de devoirs, etc. Sur aussi de la convivialité et de la manière de vivre le mieux possible ensemble. Donc, je trouve que c'est un quartier qui est un peu éloquent de un mix de lutte sociale, de recherche de culture, de comment est-ce qu'on vit bien ensemble, comment est-ce qu'on défend ses droits. Voilà, je trouve que c'est un peu exemplaire. On voit des portraits d'enfants là qui sont sur le bâtiment, on voit le bâtiment qui sert au petit kawal, donc au fait de se rassembler autour d'un café et de pouvoir créer des lieux conviviaux. Quel est le lien qu'on peut faire entre l'assiette et un quartier comme celui-ci ? Je pense que tout tient ensemble. Quand on se sent mieux dans sa vie, dans une collectivité, quand on se sent boosté par le fait d'être pris en considération à l'intérieur d'une collectivité, manger ensemble, créer du repas collectif ensemble, échanger des choses qu'on connaît, se demander comment on réfléchit à ce droit à l'alimentation. Donc pour moi, l'assiette n'est jamais désincarnée de la totalité des droits dans la vie et de dynamiques collectives qui remettent au cœur ce qui importe pour les gens, c'est de vivre bien aussi à travers une assiette, mais pas que à travers une assiette. On quitte ce quartier pour continuer notre discussion. Premier sujet abordé avec Christine Mailly. Quel est le regard qu'elle porte sur la dynamique actuelle de cette transition alimentaire ? Comment observe-t-elle ce qui se joue en ce moment sur le terrain ? Alors oui, je pense qu'on est dans une situation très paradoxale. On a à la fois des tas d'initiatives locales qui se prennent, par l'énergie individuelle parfois. Allez, je pense ici à Namur, on va avoir le 17 octobre un maraîcher qui s'est mis à faire du maraîchage dans un quartier avec de la vente directe sur le terrain, etc. Alors après, il y a du soutien associatif autour, parfois des collectifs, parfois une initiative à partir de CPS, parfois un quartier qui se met par une association, une société de logements sociaux qui se dit je vais réserver un terrain pour que les gens puissent faire un potager collectif. Donc on voit toutes sortes de choses comme ça qui émergent, mais on en voit aussi beaucoup mourir parce qu'il faut tenir dans la durée. Et tenir dans la durée, ça demande à être soutenu parce que quand il faut y aller tout le temps de son énergie propre, de ses deniers propres, de l'énergie de la collectivité, en ne se sentant pas soutenu par des moyens, mais aussi au niveau de la reconnaissance du processus qui est en route, c'est compliqué. On voit toutes sortes d'émergences. Et puis en même temps, on sent et on entend qu'il y a une urgence à prendre ce tournant-là. Et pour moi, c'est une évidence que ça doit être un temps long et il ne suffit pas, de mon point de vue, de tenter de relier toutes les petites initiatives. Et derrière le mot « petit », c'est rien de négatif chez moi. Mais c'est des projets très localisés, avec une fragilité dans les moyens, dans l'énergie humaine consacrée, etc. Et donc, il ne suffira pas non plus de les relier pour arriver au changement. Il faut passer le cap supérieur. Lorsque quelque chose démontre son résultat positif à destination des populations, à destination des producteurs et dans l'effet environnemental, tiens, voilà un type de modèle qu'on peut booster, soutenir, multiplier, etc. Pas nécessairement en faisant du copier-coller automatique, en continuant à partir des gens en se disant « là, je donne le coup de pouce ».
Comment donner de l'envergure à cette transition alimentaire? C'est le sujet qui nous occupe dans cet épisode, et notamment pour les publics les plus fragilisés. Retour à notre rencontre avec Christine Mailly. Comment on peut changer les choses? Je pense d'abord qu'il faut mener des actions qui sont au bénéfice des ménages dont le portefeuille est plat et au bénéfice de ceux qui produisent. Pour moi, il n'y a pas de pauvreté qui est plus importante que l'autre. Si le maraîcher est pauvre en produisant ses salades, ça ne va pas. Et si le mangeur ne sait pas se permettre d'acheter ces produits-là, ça ne va pas. Donc nous, on est favorable à des projets qui relient les deux, qui permettent aussi à l'un et l'autre de comprendre l'univers de l'autre. Moi, je vois avec le groupe de travail qui participe, qui réalise l'expérimentation avec paysans artisans, ils ont eu envie de rencontrer les maraîchers, ils ont envie de rencontrer la bocalerie, ils ont eu envie de rencontrer la coopérative, ils ont eu envie de rencontrer la loterie nationale en disant, tiens, comment ça se fait que la loterie nationale, qui fait jouer les gens, qui produit de l'addiction, finance un truc où on dit qu'il faut manger sain. Ils ont rencontré la direction de la loterie nationale. Ils ont envie de comprendre tout le périmètre. Ça veut dire qu'ils ont envie de comprendre, dans ce cas-là, c'est quoi l'agroalimentaire, c'est quoi ces grandes surfaces qui, etc. Et donc là, on est dans de la transformation de fond. Ce mécanisme s'appelle les caisses de solidarité, un mécanisme mis en place par la Wallonie et qui permet aux plus défavorisés d'avoir accès à une alimentation de qualité. Une quarantaine de points de vente spécialisés dans les circuits courts sont impliqués pour l'instant dans ce mécanisme solidaire. Les jeunes sont également un public exposé à une mauvaise alimentation. Le Pass-DAL permet aux étudiants du supérieur en Wallonie de disposer de bons d'achat de réduction, des bons d'achat pour des produits de qualité. Près de 1500 étudiants ont fait la demande de ce pass depuis sa relance à l'automne 2025. Tous des mécanismes donc pour favoriser l'accessibilité à cette alimentation. Au-delà de ces mécanismes, est-ce que l'éducation ou la rééducation à une alimentation de qualité n'est pas un levier important ? Alors moi, je n'ai rien contre l'apprentissage, de réapprendre à bien manger dans toutes les classes sociales, dans toutes les classes sociales. Par contre, j'ai quelque chose lorsque on réserve le côté éducationnel aux pauvres. Parce que ça veut dire qu'on les ramène à incompétence. On va faire des ateliers cuisine pour leur apprendre, on va ceci, on va cela. Alors qu'il y ait ce genre de choses-là à l'intérieur de tout un projet, tout ça, je n'ai rien contre dans l'absolu. Mais quand ça devient ça la première réponse, plutôt que d'abord se dire la réponse, elle est dans le portefeuille, est-ce qu'ils ont assez de revenus pour pouvoir? La réponse, elle est dans où est-ce qu'ils se trouvent les magasins de bonne qualité? Comment est-ce qu'on se déplace pour y aller? Avec quelle mobilité on se déplace pour aller au magasin à la ferme ou dans le magasin de la coopérative, etc. À vous comprendre aussi, la question de l'alimentation durable et de l'accessibilité, c'est une question d'aménagement du territoire. On touche quasiment à l'urbanisme. Bien sûr, évidemment, ne fût-ce qu'au niveau de pour moi c'est une évidence. La production, l'accès à la terre, qui a accès à la terre aujourd'hui, on voit bien comment il faut se battre. Heureusement qu'il y a des dispositifs comme Terre en Vue et d'autres, ils seront là le 17 octobre aussi d'ailleurs. Donc c'est question d'aménagement du territoire, mais c'est l'aménagement du territoire dans les rapports de force, dans les rapports de force de qui est propriétaire et comment on accapare. C'est évidemment dans comment on déserte, comment on se désertifie plutôt, l'accès à des commerces locaux, à des services, etc. Et puis on a concentré vers les extérieurs, et puis tout concentré dans des grandes surfaces en disant aux gens, vous allez voir plus facile, il y a tout dedans d'un coup, etc. C'est comment on règle la question de la mobilité pour les gens, donc aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on pense au fait que quand il y a une crèche, une maison de repos, une école, etc., on fait une transformation? Comment est-ce qu'on crée des bocaleries pour faire transformation locale, etc., pour relier le producteur à ce qui reste comme excédent, etc. Donc oui, tout ça est lié, et donc c'est très synergique en fait, le fait d'aller vers une alimentation durable, mais je trouve aussi que ça devrait être très stimulant, parce que je trouve que c'est vecteur de métiers dont on a besoin aujourd'hui. Des métiers pertinents qui peuvent cuisiner, qui peuvent transformer, qui peuvent faire de la soupe, qui peuvent, etc. Des métiers pertinents du jardinage, des métiers pertinents de la mobilité, etc. Ce sont des métiers vertueux, qui font du bien à la planète, à l'environnement, au climat, aux gens, à la santé des gens, à l'économie locale. Qu'est-ce qu'on attend ? Qui peut porter ce projet
qui ressemble à une utopie telle que vous nous la présentez, Christine May. Eh ben oui, c'est dommage que ça ressemble à une utopie. Mais je pense que qui peut porter... Je pense qu'il y a des dynamiques citoyennes prêtes aujourd'hui à coporter avec l'autorité publique qui les soutiendrait pour pouvoir donner de l'amplitude aux idées qu'ils ont. On en a des gens qui sont prêts à avancer, etc. Donc comment est-ce qu'on accélère ce mouvement-là ? Comment accélérer le mouvement ? On va se quitter avec cette question. C'est tout l'enjeu de ce podcast, donner de l'envergure à ce qui se fait déjà, valoriser les actions, faire des émules, colporter la bonne parole, se convaincre et se mettre en mouvement. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, cette première porte d'entrée consacrée à cette prise de conscience importante. C'est ensemble, sans laisser de mangeurs et de mangeuses de côté, qu'on fera cette transition alimentaire. Dans le deuxième épisode, on va aborder la question de la santé en lien avec l'assiette. Je crois que je mange assez sainement, mais j'ai des exceptions. J'estime que je craque parfois pour un petit saucisson, par exemple, une bonne bière. Je suis médecin généraliste et du coup c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'on voit plein de pathologies qui pourraient être vachement évitées avec un régime alimentaire plus durable et plus sain. La ville de Liège est vraiment un exemple extraordinaire, je pense. Ils veulent implémenter jusqu'à 100% de produits bio au niveau des cuisines de collectivité des écoles. A très vite donc pour l'épisode 2, On mange quoi demain est un podcast proposé par la cellule Manger avec le soutien de la Wallonie, à écouter bien sûr sur toutes les plateformes en ligne. N'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous l'écoutez en mangeant, bon appétit. On mange quoi demain ?